Deuxième partie de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et les technologies continue. On va s'intéresser à la donnée et son empreinte. Ils sont restés en plateau avec moi, je le précise, avant tout Nicolas Godmet, qui est partenaire en charge des industries créatives chez OnePoint, avec qui on a parlé de cette transformation du cinéma par les technologies, et Philippe Legrand, président d'Infranum, qui nous a fait un point sur la situation aujourd'hui en matière de très haut débit en France, et puis surtout, où sont les points de vigilance, Philippe. Alors, on va parler aussi de points de vigilance avec ce monde de la donnée et Sophie Lavaux qui est connectée avec nous. Sophie Lavaux, vous êtes psychothérapeute, docteur en neurosciences, vous êtes membre de l'Agora 41, qui est une tribune de réflexion multidisciplinaire satellite de l'Annecy. Vous avez à ce titre rejoint le Cercle de la Donnée pour participer aux travaux sur cette empreinte de la donnée sur le vivant. Une partie du travail a déjà été présentée dans Smart Tech par Jean Martineau et Mathieu Bourgeois. Nous, on va s'intéresser davantage à la partie sciences cognitives. Alors, quel est le lien entre l'empreinte de la donnée et ces sciences cognitives, Sophie ? Bonjour Delphine, merci pour cette présentation et puis pour cette invitation. En fait, la donnée, elle circule de l'humain à la machine et de la machine à l'humain. Et lorsqu'elle est traitée par un humain, elle va venir impacter son fonctionnement nerveux, son fonctionnement psychique. Et les sciences cognitives, elles sont nées avec l'ambition de décrire la pensée et le fonctionnement de l'esprit sous la forme d'une machine logique. Donc on voit bien à quel point les sciences cognitives sont intriquées au concept même d'intelligence artificielle qui cherche à modéliser et dépasser la machine à penser humaine. Et d'ailleurs, on fait traditionnellement remonter la naissance des sciences cognitives au milieu des années 50 dans le sillage de l'invention de l'ordinateur et de la cybernétique. Donc en fait, les sciences cognitives regroupent des disciplines très variées, comme la psychologie, la philosophie de l'esprit, la linguistique, l'anthropologie, les neurosciences et l'intelligence artificielle. Et pour exemple, dans ce courant, dans les années 70, les psychologues américains Tversky et Kahneman, donc Kahneman qui a reçu un prix Nobel d'économie en 2002, ont décrit deux modes de pensée complémentaires utilisés par l'humain. Deux modes de pensée essentiels pour sa survie. Une pensée automatique, incontrôlable et rapide, dans laquelle se logent nos biais cognitifs, nos intuitions, nos réactions automatiques, et une pensée plus lente et plus coûteuse en termes d'énergie. Mais cette pensée-là, elle est aussi plus logique. Et dans ce mode de fonctionnement sont impliquées nos fonctions exécutives. Donc ce sont des fonctions très importantes pour l'être humain qui nous permettent de nous adapter à un nouveau contexte ou nous adapter à des situations complexes, résoudre des problèmes complexes notamment. Et donc au sein de ces fonctions exécutives, donc qui sont logées plutôt derrière le front, dans les régions frontales de notre cerveau, il y a nos processus d'inhibition qui nous permettent de maintenir notre attention sur une tâche, d'être concentrés. Il y a aussi notre flexibilité cognitive, donc ce qui nous permet de passer d'une tâche à une autre, et aussi nos processus de régulation émotionnelle, réguler la frustration, la colère, la tristesse. Donc quand ces fonctions exécutives se développent mal, on peut avoir du mal à s'adapter socialement, à faire face à des situations nouvelles, à résoudre des problèmes complexes, et avec à la clé des troubles du comportement qui peuvent nous empêcher de fonctionner en adéquation avec l'environnement. Et une des empreintes de la donnée sous un angle purement cognitiviste se joue justement au niveau de ce système exécutif. Plus on a de données à traiter en un minimum de temps, et plus on va utiliser notre mode de pensée le plus rapide et du coup le plus soumis à des erreurs de jugement. Du coup, on va avoir du mal à se concentrer aussi sur une tâche et on va avoir du mal à prendre des décisions plus rationnelles quand on est dans un flot de données très important. Nos biais cognitifs, qui sont à l'origine de nos erreurs de jugement, sont exacerbés par les réseaux sociaux, par les contenus personnalisés qui s'affichent sur nos applications et sur nos pages Internet. Et on le sait bien, quand on prend son smartphone pour faire quelque chose, on se retrouve souvent à faire complètement autre chose. Et beaucoup d'études montrent aujourd'hui l'impact de la donnée sur nos capacités attentionnelles, sur la fatigue cognitive et le manque de sommeil. Et c'est d'autant plus préjudiciable pour un enfant dont le cerveau est en plein développement jusqu'à la fin de l'adolescence. Tous ces paramètres-là vont influencer notre santé physique et mentale tout au long de la vie. Donc là, vous abordez ce sujet de l'impact sur notre santé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte que les sciences cognitives pour cela ? Alors oui, dans l'étude, on s'intéresse à la neurophysiologie, par exemple, parce que quand on traite aussi un flot important de données, il y a un impact sur notre système nerveux. On s'intéresse aussi aux sciences humaines et sociales. En fait, on cherche à évaluer dans cette étude la trajectoire actuelle. Alors, tout n'est pas écrit dans le marbre, mais on a pas mal d'éléments pour prendre quelques précautions dès maintenant.
Quand on sait où la donnée impacte notre mode de fonctionnement, c'est plus facile de poser des limites. Par exemple, le niveau de stress est augmenté lorsqu'on est en multitâche, quand on est interrompu sans cesse par des notifications, quand le flot des données à traiter est très important et qu'on doit aller vite. Du coup, tous nos systèmes physiologiques sont impactés. Alors notre système nerveux autonome, celui qui fonctionne sans qu'on ait besoin d'y penser, et dans ce système, il y a le système respiratoire, cardiovasculaire, endocrinien, digestif. Donc finalement, ça va impacter tous nos systèmes physiologiques et le savoir, ça nous permet de peut-être inverser la vapeur et commencer à comprendre où est-ce qu'on peut agir pour mieux utiliser la donnée et moins être impacté à ce niveau-là. Et par ailleurs, c'est important aussi de noter que plus on est connecté à des données virtuelles, moins on est connecté à ses propres données, c'est-à-dire à ses ressentis corporels, à ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Et d'ailleurs, on fait souvent bien plus confiance à ces applications et à sa montre connectée qui nous dit levez-vous ou marchez 1000 pas de plus qu'à ses propres ressentis, ressentir de la fatigue, de la satiété, etc., ou l'envie de bouger. Et du côté des sciences humaines et sociales, on s'intéresse à la théorie de l'attachement et à la systémie. Ça, c'est aussi un peu nouveau d'amener ces concepts-là. La donnée, elle s'invite dans un système familial, amical, professionnel, et finalement comme un prolongement de soi-même. L'avènement du numérique a complètement transformé la manière dont on interagit les uns avec les autres, dont on communique les uns avec les autres. Et quand on sait que le manque de soutien social constitue un facteur de risque comparable au tabagisme, à l'obésité et à l'hypertension artérielle, ça paraît légitime de se demander à quel degré la donnée, le flot de données très important qu'on a à traiter, peut impacter la qualité de nos relations en fait. Et concernant le relationnel parent-enfant, parfois la donnée, elle prend la forme d'un distracteur, donc elle fait office d'un tiers, parfois elle fait office de babysitter pour certains parents. Apporter du contenu virtuel dès que la relation devient difficile est une solution toute faite. Et dans ce cas précis, à quel moment est-ce que la donnée passe d'un distracteur à un objet d'addiction? Voilà tout ce dont on parle dans ce groupe de réflexion. Et la donnée artificielle, en fait, elle va modifier le lien qu'on a avec soi, avec l'autre, et elle a des conséquences sur notre santé mentale. La sédentarité et les troubles du sommeil associés vont avoir des conséquences sur notre santé physique. Et donc, notre rapport au smartphone, aux applications, à la donnée en général est aujourd'hui problématique. Merci beaucoup, Finalement, Sophie Lavaux. Je suis obligée de vous couper. On arrive au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Sophie Lavaux, pour cet extrait des travaux. De toute façon, on va continuer à les creuser ensemble. Sophie Lavaux d'Agora 41. On se retrouve juste après un petit jingle pour regarder où va le web.